Écho du temps, le podcast du Musée d'archéologie nationale. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écho du temps, le podcast du Musée d'archéologie nationale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode hors série autour de la résidence d'artiste de Mathieu Simonet au musée en 2025. L'écrivain Mathieu Simonet, ancien avocat, publie des romans à dimension autobiographique depuis 2010. Il mène des ateliers d'écriture collective depuis 20 ans dans les lieux scolaires, hospitaliers, carcérales, muséales. En 2025, Mathieu était artiste en résidence au Musée d'archéologie nationale autour de 2 projets. Un premier projet, les balades narratives, une collecte d'anecdotes et de souvenirs en lien avec le Musée d'archéologie nationale et le domaine national de Saint-Germain-en-Laye, en vue de proposer une micro-histoire de l'institution et des lieux. Et un second projet, sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui, Un monde sans écriture, projet poético-archéologique visant à faire écrire l'histoire des objets de l'âge du bronze, gardant une part de mystère quant à leurs usages, à leurs fonctions. Pour cela, je laisse la parole à Benoît Dercy, chargé des résidences d'artistes au musée. Merci Daphné. Donc pour évoquer la résidence de Mathieu Simonet au MAN en 2025, j'ai autour de cette table l'écrivain en question, Mathieu, bonjour. Bonjour. Et Rolande Simon-Millot, conservatrice générale au MAN en charge des collections du néolithique et de l'âge du bronze et co-commissaire de l'exposition Les Maîtres du Feu. Donc première question, Mathieu, lorsque je me suis rapproché de vous pour vous faire la proposition de la résidence d'écriture au MAN, comment avez-vous réagi à cette idée de travailler sur des collections d'archéologie ? Eh bien moi, tout d'abord, je ne connaissais rien à l'archéologie. Donc lorsque vous m'avez contacté, ça m'a tout de suite intéressé parce que j'aime beaucoup travailler dans des disciplines que je ne connais pas. Et puis l'autre élément, c'est que de savoir que ce musée se trouve dans l'ancien château de Louis XIV, j'ai tout de suite trouvé ça très très romanesque. Et ce que je vous ai dit au début, c'est qu'il fallait d'abord que je voie le musée. Et très vite, vous m'avez présenté Rolande. Et j'ai eu une visite coup de foudre avec Rolande qui m'a fait découvrir l'âge de bronze que je ne connaissais pas. Et j'ai été ébahi par toute la dimension romanesque et aussi la dimension très esthétique des objets de l'âge de bronze. Je ne m'attendais pas à voir autant d'objets très beaux et très contemporains. Rolande, vous, comment avez-vous, d'entrée de jeu, accepté cette démarche d'inviter un écrivain au musée pour parler de collections archéologiques ? Mais moi, j'adore en fait toutes les situations qui nous permettent de créer des passerelles entre des disciplines, entre des arts, entre des connaissances, tisser des réseaux, tisser des maillons de connaissances comme ça. Et puis, ça s'est effectivement très très bien passé tout de suite avec Mathieu, qui a ce regard à la fois naïf, un peu poète, et puis très curieux. Donc, c'était vraiment un plaisir de présenter nos collections et puis de voir avec lui ce qu'il était possible de faire. Donc, moi, ce genre d'initiative, je suis toujours très partante. Alors précisément, le versant Un monde sans écriture de cette résidence d'artistes, vous l'avez intitulé, Mathieu, un projet poético-archéologique. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous sous-entendez par cet intitulé ? Oui, lorsque j'ai rencontré Rolande, elle m'a expliqué que l'âge de bronze, donc l'âge de bronze c'était il y a très 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 longtemps, il y a plus de 3000 ans, elle m'a expliqué qu'en Europe, il n'existait pas d'écriture, ce que je ne savais pas. Et donc, la conséquence très pratique, c'est qu'il existe aujourd'hui des objets pour lesquels on n'a aucune trace écrite et donc on ne sait pas forcément à quoi ils servaient. Et tout de suite, je me suis dit, ça serait joli de parler d'un monde sans écriture pour une résidence d'écrivain. Et moi, j'aime beaucoup faire ce que j'appelle des projets poético-politiques. Je suis un ancien avocat et je dis souvent que je suis dans la maîtrise en tant qu'avocat et dans l'abandon en tant qu'écrivain. Et comme le disait tout à l'heure Rolande, j'aime beaucoup moi aussi faire des ponts entre des disciplines qui ne se rencontrent pas nécessairement. Et donc, dans cette démarche de projet poético-politique, avec l'idée que la poésie, l'écriture, l'art peut de temps en temps éclairer la cité, la politique, des sciences plus sérieuses a priori, je me suis dit, puisqu'on était dans un monde sans écriture, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la fiction ? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'imagination ? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la naïveté ? Tous ceux comme moi qui ne connaissent rien à l'archéologie, est-ce qu'on ne peut pas demander à des enfants, à des naïfs, à des adultes naïfs,
quelles étaient selon eux l'utilisation de tel ou tel objet, et est-ce que cette ouverture ne permettrait pas d'aider des archéologues, des spécialistes. Donc quand je parle de projet poético-archéologique, c'est l'idée de dire que par un pas de côté, par l'abandon, par la poésie, on peut peut-être, paradoxalement, éclairer des spécialistes. Alors en effet, pour ces ateliers, nous sommes partis d'une sélection d'objets mystérieux pour lesquels les interprétations ne sont pas toujours assurées ou ne font pas consensus. Est-ce que Rolande, vous pouvez nous expliquer pourquoi il existe aujourd'hui des objets mystérieux, y compris dans l'exposition Les Maîtres du Feu ? Alors, Mathieu l'a très bien dit. En fait, effectivement, nous sommes dans un monde sans écriture, un monde de l'oralité. Mais dans ce monde de l'oralité, les objets sont des supports de connaissances. C'est évident. Il y a le chant, il y a la musique, tous ces éléments-là dont on ne dispose plus aujourd'hui, qui devaient aussi accompagner ces populations. Et peut-être que certains de ces objets étaient des supports de mémoire, des supports d'histoire. Et parmi ces différents objets, il y en a effectivement un certain nombre que l'on a du mal à identifier, que l'on a du mal à interpréter, parce que nous n'avons parfois aucun contexte. En plus, l'âge du bronze est un âge assez particulier, pendant lequel en Europe, on a une pratique qui est la pratique des dépôts. Donc les gens vont enfouir des objets dans la terre, beaucoup d'objets, certains très impressionnants, et des objets dans lesquels on n'a pas de mise en contexte. On n'a pas vraiment de moyens de pouvoir les interpréter hors l'objet lui-même. Et donc cet objet-là, parfois, il résiste à notre interprétation. Et on en a effectivement proposé quelques-uns dans le cadre de cet atelier. Et j'avoue que les résultats sont assez charmants parfois et étonnants, certains intrigants et certains inspirants aussi. Nous reviendrons dans quelques temps sur ces textes qui ont été produits. J'aimerais, Mathieu, revenir sur un point avec vous concernant vos dispositifs d'écriture. Vous êtes un écrivain qui participait très souvent à des ateliers d'écriture dans lesquels vous proposez des dispositifs qui permettent aux personnes participantes de se sentir légitimes à écrire. En quoi, justement, ces objets archéologiques et le projet tel qu'on vous l'a proposé dès le départ a fait écho à vos dispositifs d'écriture ? Est-ce que vous avez dû les adapter ? Est-ce que tout de suite, certains vous sont parus convenir, j'ai envie de dire, à cette pratique ? Alors c'est vrai que depuis toujours, en tant qu'écrivain, ce qui m'intéresse, c'est à la fois d'écrire des romans autobiographiques. Ça, c'est le premier volet. Et le second volet, comme vous l'expliquez, c'est de créer des dispositifs pour pousser tout le monde à se sentir légitime à écrire et faire en sorte qu'il y ait un sentiment collectif. C'est-à-dire, au lieu d'être dans une littérature verticale avec quelques personnes qui seraient légitimes à écrire, d'être dans une littérature horizontale, un petit peu comme si on était sur une piste de danse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se sente tous légitimes à écrire, mais aussi que ce soit joli de voir toutes ces personnes qui écrivent ensemble. Et en général, je suis beaucoup dans mes dispositifs sur l'écriture du réel. J'ai fait écrire des gens, par exemple, sur la honte, sur le père, sur la mère, sur des sujets qui sont ancrés sur le réel. Et là, ce qui était très nouveau, c'est que dans ce dispositif Un monde sans écriture, c'est-à-dire en partant de ces objets sélectionnés par Rolande, qui sont des vrais objets mystérieux, l'idée c'était de dire à tout le monde, vous pouvez imaginer ce qu'était cet objet et en faire un texte de fiction. Donc la nouveauté, c'est que là, je ne demandais pas aux gens d'écrire sur le réel, mais vraiment d'écrire sur la fiction. Et ce qui me semblait intéressant, c'est que souvent les gens ne se sentent pas légitimes à écrire, mais ne se sentent pas non plus légitimes à avoir une parole sur des sujets sérieux. En tant qu'ancien avocat, je vois bien que les gens n'osent pas forcément parler de droit parce qu'ils se disent on n'y connaît rien, et on n'ose pas parler de médecine. Et pareil, on n'ose pas parler d'archéologie parce qu'on n'y connaît rien. Et là, ce dispositif permettait de dire aux gens, vous êtes légitimes parce que personne ne sait, personne n'a la solution. Donc vous êtes quelque part aussi légitime qu'un spécialiste à avoir de l'imagination. En effet, on pourrait penser que l'écriture de fiction sur un objet archéologique est une proposition qui inspire le désintérêt, voire la méfiance des archéologues, en tant que scientifiques qui s'appuient sur des démonstrations, une argumentation étayée. En quoi la démarche de création libre, Rolande, vous paraissait-elle particulièrement séduisante ? Alors moi, j'aime beaucoup l'idée de ce dispositif qui va, j'ai le terme en anglais, unlocker, qui va déverrouiller en fait le savoir et qui va déverrouiller les gens et leur permettre
de s'accaparer des connaissances ou des savoirs par d'autres biais, d'autres voies. Et moi, je suis tout à fait séduite par ça et je pense que c'est une façon de faire que nous devrions privilégier. Notre rôle, à nous, au sein de ce musée d'archéologie nationale, c'est de permettre au plus grand nombre de gens possible de venir voir ces collections, éventuellement apprendre quelque chose, mais l'apprentissage, le savoir, c'est pas le seul biais par lequel le musée est utile. Le musée, c'est aussi un support à rêver, un support à penser d'autres choses. Et ça, c'est exactement ce que fait Mathieu, et je suis absolument d'accord avec lui sur la façon de prendre ce patrimoine autrement que... il y a plein de façons, en fait, de se l'accaparer. Et le rêve, l'imagination, évidemment, complètement légitime. On va revenir au texte maintenant, puisque une quarantaine de textes sont désormais accessibles sur le Padlet, et j'encourage nos auditeurs à poursuivre l'aventure et à poster toujours plus de textes d'ici la fin de l'exposition, qui est jusqu'au 15 juin au musée. L'un et l'autre, qu'avez-vous tiré de la lecture de ces textes ? Est-ce que c'était un pur plaisir littéraire lié justement à l'imagination des auteurs et des autrices ? Est-ce qu'il y a des hypothèses qui, scientifiquement, ou en tout cas, qui dans l'écriture semblaient suffisamment étayées, qui vous ont séduite, Rolande ? Alors, je ne poserai pas ça comme ça. La plupart des textes sont vraiment des textes d'imagination. Les gens se sont emparés de ces objets et puis ont imaginé des histoires. Certaines sont poétiques, d'autres essaient d'être un peu plus sérieuses, mais globalement, l'idée, c'était effectivement de partir loin. Donc, je ne dirais pas scientifiquement que j'y ai trouvé quelque chose sur lequel je pourrais enquêter davantage, mais en revanche, c'était un vrai plaisir de lecture. Et puis, quand même, je pense à un des textes, il y a certaines fois des hypothèses qui sont intéressantes, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'âge du bronze est un âge de l'oralité, et donc on a très très peu d'éléments pour comprendre le monde dans lequel ces objets ont été créés. On a des éléments matériels, mais on n'a pas toute l'histoire qui va avec, toute la spiritualité parfois qui peut aller avec. Et certains auteurs, autrices, ont imaginé des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et ça peut être de temps en temps assez intéressant. Par exemple, on a vu une hypothèse pour un objet qui ressemble un peu à une ceinture en or, mais qui n'est pas une vraie ceinture. Manifestement, la taille fait que ça ne peut pas être une ceinture. La taille, le poids, c'est pas crédible. Voilà, on ne sait pas du tout à quoi ça pouvait servir. Et quelqu'un a indiqué que c'était peut-être un objet pour communiquer avec les arbres. Oui. Et c'est une hypothèse qui vous a séduite. Mais oui, parce que c'est rigolo. Et puis parce qu'en fait, on est... Alors, je pense au shintoïsme, en fait, et au Japon. Mais globalement, on sait très bien qu'on est sur des sociétés qui ont un lien avec la nature qui est tout à fait différente de la nôtre. Et ce lien entre l'objet et l'arbre, en l'occurrence, était assez intéressante, même si je pense que c'est totalement improbable, mais c'est pas grave. L'idée, quand même, est séduisante, et le fait que cet objet, ce support, ait pu être utilisé dans un sens qui n'est pas du tout celui auquel on peut penser aujourd'hui, me paraît intéressant. Hypothèse, un objet pour communiquer avec les arbres. Lors de l'équinoxe d'automne, l'ensemble des habitants se retrouvaient pour célébrer ce moment important. Les hivers étaient rudes et il fallait se préparer tous ensemble. Ils organisaient une grande cérémonie pour cela. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'aide. Seuls, ils ne pourraient pas tout affronter. Ils faisaient des grands feux et ils préparaient de la nourriture qu'ils offraient à leurs ancêtres, aux arbres, aux rivières, à la nature. Un grand prêtre venait, c'est lui qui dirigeait les opérations. En ce temps-là, les arbres étaient vénérés pour leur pouvoir. Et c'était le grand prêtre Oraya, l'ancien, qui connaissait le langage des arbres. Il l'avait appris de son père, qui lui-même l'avait appris de son père, cela depuis tant de générations que la mémoire des hommes l'avait oublié. Il détenait l'écouteur sacré. Avec lui, il pouvait communiquer avec les arbres. Ce jour-là,
Oraya l'Ancien a choisi le plus grand chêne, celui de la grande clairière. Les habitants regardaient au loin, en silence. Oraya l'Ancien a posé un cornet sur le tronc et l'autre sur la bouche. Parlait-il? Par moments, il avait l'air d'écouter, mais quoi? Les vibrations, les bruissements de l'écorce, les craquements, l'agitation des feuilles ou des branches? Au loin, ils ne savaient pas, mais ils étaient hypnotisés, émerveillés, n'osant presque pas respirer. Quand Oraya l'Ancien est revenu, il a dit que le grand arbre les protégerait, mais qu'il faudrait sacrifier un bœuf et verser de l'hydromel autour de l'arbre pour calmer les esprits malfaisants. Ce qu'ils firent. Et la fête a duré toute la nuit. Le lendemain, la vie a repris son cours. Oraya l'Ancien est reparti avec son précieux écouteur. Il reviendra bientôt. Et il y a aussi, ce que je trouvais intéressant, il y a 2 classes d'une école primaire à Malakoff, des élèves, donc une 60aine d'élèves qui ont travaillé sur ces objets, et notamment sur le cône d'Aventon. Ils ont imaginé plein d'hypothèses, ils en ont fait un abécédaire. Et tout à l'heure, je vous indiquais qu'une de leurs hypothèses pour la lettre C, c'était le mot carquois. Oui. Et vous m'indiquiez que c'était une hypothèse à laquelle certains avaient pensé il y a longtemps. Oui, alors le cône d'Aventon, pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est un espèce de grand cône d'or. Ça ressemble à un cône de chantier, en fait, sauf qu'il n'y a pas la base. Et il a été découvert au 19e siècle. En 1844 très précisément, et il a été découvert près de Poitiers. Et donc à l'époque, lorsque cet objet a été découvert, on ne pouvait absolument pas imaginer que c'était de l'âge du bronze. Il y avait une antériorité du temps. Le monde avait été créé il y a 4000 ans. Enfin, on était sur d'autres choses. L'archéologie n'était pas encore une discipline comme aujourd'hui, et le temps était beaucoup plus court qu'il n'est compris aujourd'hui. Et donc, cet objet en or avait été interprété comme éventuellement un carquois issu de cette grande bataille de Poitiers qui opposait Charles Martel aux populations arabes qui arrivaient comme ça et qu'on avait repoussé à cet endroit-là. Une interprétation évidemment tout à fait erronée, mais Dieu sait si l'archéologie en compte dans son histoire. Hypothèse, un objet de culte solaire. J'ai chevauché longtemps, 10 jours et 10 nuits durant. J'avais quitté ma vallée aride et ma famille sous un soleil hivernal timide. Je suis arrivé ici, fourbu et détrempé sous la pluie. Mon cheval montrait également des signes d'épuisement. Il était grand temps que lui et moi trouvions à nous reposer. Même si, je peux bien me l'avouer, à présent que j'ai posé le pied sur ma terre d'adoption, j'appréhende ce qui m'attend. Je me sens si jeune, fragile et inexpérimenté, et leur langue elle-même m'est inconnue. J'ai rejoint celui auquel on m'a promise, et je me prépare à embrasser mes prochaines attributions au sein de ma future famille. On m'a prénommé Naïan, fille de la terre. Et pourtant, depuis mon adolescence, je suis consacré au grand disque solaire. Je suis appelé à vivre une vie de femme et je porterai sans doute des enfants. Mais je suis aussi prêtresse. Très tôt, ma beauté et ma dextérité ont été louées jusqu'aux confins de nos terres, et mon nom a circulé le long des chemins, serpenté dans les combes, glissé avec les rapides, franchi ravins et précipices, jusqu'à être entendu ici. Le père de mon promis a désiré ma venue. Un mariage scellerait l'alliance de nos tribus de part et d'autre des hautes montagnes, et ma connaissance des incantations et prières au soleil, peut-être, ramènerait enfin la paix sur les générations. Le souvenir des morts est encore très vivace ici, on m'a prévenu avant le départ. Ma tâche sera ardue. Les dieux des éléments, un jour, se sont dressés contre ceux du groupe, s'acharnant sur eux. En implorant le soleil selon les rites que l'on m'a appris,
j'attirerai sur ma nouvelle famille ses bienfaits. Les récoltes seront bonnes et notre monde sécure et pérenne. Mais voici mon promis qui s'avance. Il se présente devant moi avec un présent façonné par son frère forgeron. L'offrande la plus pure et la plus précieuse jamais fabriquée de main d'homme. Un cadeau pour les dieux, mon corps pour vaisseau. Alors précisément concernant ce projet avec l'école Jean Jaurès de Malakoff, nous allons écouter le texte d'un enfant de CM1. Hypothèse, un gong. Un jour, un homme vola une pomme au roi. Le roi ne se rendit compte de rien. Puis l'homme en vola une autre, puis une autre, et ainsi de suite, jusqu'à en voler quelques douzaines. Le roi finit par s'en apercevoir et se demanda quoi faire. Il envoya le voleur dans une salle du royaume qu'il appela tribunal. Dans cette salle résonnait un gong qu'il faisait sonner pour chaque pomme volée. Chaque pomme valait 1 année de prison. Le voleur accumula donc les années de prison. Alors parmi ces objets, il y a le passe-guide du dépôt d'Onzin. Exactement, qui est un objet assez mystérieux, parce qu'en fait, c'est une très belle pièce en bronze. On peut écouter peut-être le texte qui a été écrit, Oui. des textes qui a été Très écrit bien. sur Qui est un cette très beau pièce. texte. Hypothèse, une poignée de porte vers l'au-delà. En l'an 2300 avant Jésus-Christ, le peuple du Pic Infini, qui habitait dans un pays de montagne aux neiges éternelles, ce qui leur permettait de se camoufler facilement, menait une grande bataille contre le peuple Barad-dur, qui vivait dans les plaines en aval de la montagne du peuple du Pic Infini. Ceux de Barad-dur étaient habiles en art et poterie, alors que ceux du Pic Infini étaient forts pour le combat. Malgré cela, la bataille dura de longs jours. Le peuple du Pic Infini la gagna, mais leur chef mourut. On célébra son enterrement dans la semaine qui suivit, et il fut comblé de cadeaux et de sacrifices, parmi lesquels, au premier plan, une poignée qui lui ouvrirait la porte de l'au-delà. Alors, dans le cadre de ces ateliers, il y a une sélection d'objets, comme on l'a dit, et on a tenté tout de même de ne pas forcément sélectionner des objets en bronze ou en or, des objets prestigieux que le grand public aurait pu appeler des trésors. La notion de trésor en archéologie est assez différente de celle qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Par exemple, il y a ce disque en terre cuite sur lequel est posée une corne, un objet en forme de corne. Donc là, vous pouvez juste nous rappeler le contexte de découverte de cet objet ? Alors, c'est un objet qui est en fait probablement un objet funéraire, parce qu'on l'a retrouvé brisé, probablement volontairement brisé, dans ce qu'on appelle des cercles funéraires, des fossés en fait circulaires qui entouraient une sépulture à incinération. Et ce type d'objets, on les reconnaît à la fin du bronze final, dans un contexte qui est plutôt l'est de la France, et puis il y a l'Allemagne, la Pologne, il y a des pièces qui sont quand même assez, la Suisse aussi a ce type de pièces, qui sont assez particulières, oui, et pour lesquelles on a pas mal d'interprétations qui nous ont été proposées, toutes intéressantes. Et ce qui peut rendre peut-être compliqué le travail de l'archéologue, c'est qu'un objet n'a pas forcément qu'une seule vie, n'a pas forcément qu'une seule fonction. Donc je vous propose d'écouter justement la lecture d'un des textes qui parle d'un remploi de l'objet à l'âge du bronze. Hypothèse, le turet, un repose-poignée pour les défunts. C'était le grand jour. Nous étions tous réunis autour de la dépouille de Tia. Elle portait un vêtement large et blanc, son front et sa chevelure étaient ornés d'une coiffe en or
qui cachait en partie ses yeux clos. C'était la 3e étape de la cérémonie. Nous connaissions tous la chronologie des événements. D'abord l'installation du corps, la mise en place de la coiffe mortuaire, puis le rituel des mains. 3 hommes vêtus de noir circulaient autour du corps. L'un d'eux avait la charge de fixer les poignets de la défunte dans 2 réceptacles d'argile, les turets. Un deuxième homme versait ensuite l'or bouillant sur les mains, ainsi immobilisées pour en figer la forme. Le 3e homme, enfin, retirait l'objet, laissant les mains légèrement surélevées et figées dans l'or. Pendant la durée du rituel, le silence était de mise. Mais une fois passée la cérémonie, les enfants pouvaient reprendre leur jeu. Les hommes et les femmes respiraient à nouveau. Le petit-fils de Tia était parti jouer un peu plus loin. Il avait pris avec lui un des 2 turets. Allongé dans le champ voisin et armé de cailloux trouvés autour de lui, il visait le centre du turet, comme pour en faire une cible. Et donc parmi ces objets en terre cuite, qui semblent d'une trivialité peut-être plus importante que les beaux objets en bronze et en or, il y a également cette statuette d'oiseau. On pense que c'est un oiseau, en tout cas, d'après son profil, qui là aussi a beaucoup inspiré les participants aux ateliers. Et nous vous proposons d'écouter une version très poétique, un peu sur le mode de la comptine, concernant cette perdrix. Hypothèse, un jouet en forme de perdrix. Il avait réclamé un jouet, un sifflet. Il ne voulait plus de son hocher. Sa maman, avisée, préférait le silence. Elle demanda la ressemblance avec un animal pas trop gros pour ses mains, comme un lapin ou un poussin. Son papa potier lui modela un oiseau, avec des taches sur le dos, qu'il avait gratté en petits ronds de plumage. Ainsi se termina son ouvrage. Le voyant, le garçon tout content applaudit. Se jetant sur l'oiseau perdrix, il se mit à 4 pattes et le fit avancer sur le sol en piaillant « Cabé ! Cabé, cabé, ou !» Il riait et gloussait, les bras tendus se trémoussaient, demanda à sa maman une ficelle en lin pour tirer sa patate plus loin. De caillou en caillou, brinque-ballé, tourne-boulant, l'oiseau fragile se craquelant, les pattes en moins, la tête meurtrie, l'enfant déçu lança un cri. « Papa, je veux plus ce jouet, il est déjà cassé. »« Mon fils, tu l'as bien mérité. Tu aurais dû ménager ton oiseau en terre. Sache prendre soin de tes affaires. Dorénavant, tu créeras tes jouets toi-même. Attention à ce que tu aimes. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner dans toutes tes activités. » En guise de conclusion, j'aimerais, Rolande, qu'on revienne sur la question de la légitimité de la fiction au sein d'un musée. Tout à l'heure, nous avons dit que l'écriture de fiction était peut-être dévalorisée, pouvait inspirer la méfiance, mais peut-être est-elle aussi une porte d'entrée vers les collections archéologiques. Alors, oui. Bien sûr, moi je suis absolument persuadée que nos collections sont destinées à être vues de différentes manières par le public et que c'est très bien comme ça. Le musée, c'est quoi ? C'est d'abord un lieu de savoir, c'est un temple du savoir. C'est un lieu dans lequel nous, professionnels du musée, devons apporter une connaissance qui est la connaissance que l'on a la plus précise possible, la plus fiable possible, la plus exacte possible au moment où on l'écrit. C'est-à-dire que là, en plus, la science évolue, donc on sait très bien que dans 50 ans, peut-être qu'on aura des connaissances plus précises que nous et tout ça s'adapte. Mais globalement, c'est une chose, c'est important, mais ce n'est pas que ça, un musée. Un musée, c'est aussi un lieu de jouissance, un lieu de savoir, un lieu de jouissance, un lieu pour rêver, un lieu pour s'inspirer. Et c'est aussi vrai de l'archéologie. Et donc, il faut absolument que tout le monde se sente libre dans un musée de venir y trouver ce qu'il souhaite.
éventuellement le savoir, mais ça peut être aussi simplement le fait de rêver, de partir, d'imaginer. Et ça, c'est une chose que nous a appris, en tout cas avec lequel on a pu avancer, je pense, de manière très, très riche, très fertile avec Mathieu dans la dernière aventure que tu nous as proposée. Benoît. Mathieu, je me permets une dernière question. Qu'est-ce que cette résidence Oman vous a apporté en tant qu'écrivain ? Eh bien, elle m'a apporté justement un pont vers la fiction. Comme je suis un écrivain du réel, ça m'a ouvert une porte vers la fiction. Et un autre élément qui pour moi est très romanesque, c'est que j'ai toujours du mal avec les dates, surtout quand elles sont très lointaines. C'est compliqué de savoir quand était-ce l'âge de bronze. Donc la réponse un peu officielle que j'ai fini par retenir, c'est moins 2300 ans avant Jésus-Christ jusqu'à moins 800 avant Jésus-Christ. Mais j'avoue, c'est difficile à retenir. Et en discutant notamment avec Rolande, il y a une autre façon d'aborder les choses que j'ai souvent dit aux enfants, et ça leur parle, c'est de dire il suffit de mettre un moins devant l'année en cours. En moins 2025, nous étions à l'âge de bronze, moins 2026, et dans 100 ans, ça marchera encore. Et si on prend la date de naissance de nos arrière-grands-parents, ça marche aussi. Et c'est un peu comme dans le conte d'Alice au Pays des Merveilles, on peut passer de l'autre côté. Et puis quelque chose aussi qui m'avait totalement bouleversé lors de ma rencontre avec Rolande, c'est que vous m'aviez montré une pince à épiler. Oui. On a l'impression que c'est une pince à épiler d'aujourd'hui. Alors ça m'avait totalement fasciné. Oui, puis ça rend les choses très proches. Il faut vraiment s'imaginer ces populations comme étant finalement très proches de nous à certains égards. Il faut absolument aller voir cette exposition qui se tient jusqu'au 15 juin. Et l'exposition se terminera à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, au cours de laquelle, dans le domaine national, vous trouverez tout un tas d'ateliers pour découvrir cette science d'expérimentation. Oui. Et donc, il me reste à vous remercier, Mathieu Simonet, Rolande Simon-Millot, déjà pour cette très belle collaboration tout au long de cette année 2025. Elle n'est pas totalement terminée puisque, je le rappelle, vous pouvez continuer à poster vos textes sur le blog. Et puis, merci encore de nous avoir ouvert l'esprit, d'avoir permis à tant de personnes de se sentir légitimes à écrire et de leur avoir ouvert une route vers l'archéologie. C'était Écho du temps, le podcast du Musée d'archéologie nationale.